Il n'y a aucune preuve d'efficacité d'aucun produit homéopathique. En même temps, j'ai un ami éleveur qui me dit d'utiliser l'homéopathie pour ses vaches. Les gens qui consomment de l'homéopathie, en effet, sont moins médicalisés par ailleurs. L'homéopathie à petite dose seulement. On est à Poudlard, quoi. On est dans Harry Potter. Alors, qui faut-il croire? La tribune Fake Med? Le titre, de la poudre de perlimpinpin. Des charlatans expliquent. Il faut comprendre ce qu'est l'homéopathie et comment elle est supposée fonctionner. Confirmant l'absence de preuve de l'efficacité de l'homéopathie. Les granules n'ont pas d'efficacité parce qu'elles n'ont jamais réussi à le prouver. Depuis quelques années, le ciel se couvre de nuages noirs pour ceux qui, dans le monde occidental, font le choix d'exercer la médecine autrement. Les homéopathes en particulier. Les attaques d'une violence peu commune visent à exclure l'homéopathie du champ de la médecine. Voilà 2 siècles qu'elle dérange. Personnellement, je lui dois beaucoup, du fait de sa remarquable efficacité dans tous les épisodes de maladie et de traumatisme de mon existence. À la fin de mes études de médecine, je l'intègre naturellement dans ma pratique quotidienne. J'en observe les effets bénéfiques depuis longtemps chez de nombreux patients, y compris dans les affections les plus sévères, associées ou non à la médecine conventionnelle. Ému par tant d'ignorance et d'intolérance à l'égard de l'homéopathie, j'ai le désir d'en faire connaître la réalité subtile, à travers le témoignage de tous ceux qui, dans ce film, l'ont rencontré sur leur chemin de vie. C'est un long parcours qui est tracé en fait un peu depuis mon enfance. J'ai eu des problèmes de santé assez sévères quand j'étais jeune et subi plusieurs interventions chirurgicales et tout naturellement, quand j'ai voulu choisir un choix de carrière après, je me suis dirigé vers la médecine. Et j'avais tellement fréquenté les hôpitaux, pour moi ça a été tout de suite la chirurgie. Donc voilà, je suis parti en chirurgie en Belgique, mais c'était la chirurgie digestive. Donc on faisait essentiellement du viscéral. Beaucoup de chirurgie de l'estomac, des appendicites, du foie, mais surtout beaucoup de cancérologie, donc une chirurgie de fin de parcours, presque de propreté. Et là, ça devenait extrêmement compliqué pour moi parce que je me disais, bon Dieu, en arriver là et faire uniquement ça comme type de formation, ça me plaisait pas tellement. Donc j'ai essayé de voir si on pouvait pas travailler un petit peu en amont pour éviter de voir des gens en fin de vie, comme ça, dans des états de dégradation importants, et voir s'il n'y a pas une autre technique pour leur éviter d'en arriver là. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer un certain monsieur, Georges de Monja, un grand homéopathe je ne connaissais pas à l'époque, sur Chambéry, type extraordinaire. Et là, il m'a ouvert les yeux sur une perspective de compréhension profonde de ce qu'était la maladie et ce qu'on pouvait apporter aux patients. Au début, c'était assez compliqué parce que je ne savais pas très bien où j'allais en fait. Ce que je voulais, c'était une médecine qui soit plus humaine. Alors, je voulais quelque chose qui englobe plus l'énergie globale de l'individu. Le prendre dans son ensemble, à la fois avec sa maladie telle qu'il la présente, mais à la fois avec son mental, son psychisme qui accompagne. Parce que, en avançant, j'ai fini par comprendre que finalement, c'était une perturbation complète de l'énergie qui faisait qu'on tombait malade. En quelque sorte, la maladie n'est jamais que l'expression, à travers le corps,
de quelque chose qui est perturbé en nous-mêmes. Donc, quand les patients nous amènent des symptômes, voire des pathologies, on prend ça un peu comme des pièces de puzzle qui nous amènent les unes à côté des autres. Et moi, les pièces de puzzle, je les mets ensemble. Et j'essaye de comprendre à travers toutes ces pièces que je mets les unes à côté des autres, mais qu'est-ce que ce patient essaye de me dire à travers sa pathologie, à travers ses symptômes, à travers sa maladie. Aujourd'hui, l'homéopathie est souvent une médecine de première intention dans les affections bénignes. Mais les limites de la médecine conventionnelle dans les maladies chroniques conduisent de nombreux patients à se tourner vers d'autres approches afin de soulager leurs souffrances. Voilà, j'ai reçu une lettre, le gastro-entérologue qui vous suivait depuis de nombreuses années. Il m'envoie une lettre qui est absolument merveilleuse de votre état général. J'apprends par monsieur que tu es son nouveau médecin traitant depuis quelque temps. Il s'agit d'un homme que je suis depuis de nombreuses années et que je vois globalement tous les 2-3 ans pour faire le point de sa RCH, rectocolite hémorragique. Depuis qu'il te voit, il a été remarquablement amélioré par ton traitement puisqu'il n'a plus aucune symptomatologie clinique et ne prend plus de Pentasa. Je lui ai donc pratiqué sa coloscopie qui, elle aussi, est remarquable car à considérer comme normale. Le patient, donc je l'ai revu en consultation de suivi, il m'a tout d'abord annoncé qu'il avait arrêté les traitements classiques que l'on prend pour cette maladie, qu'il faisait jusque-là. Ceci depuis 2014, donc on a 2 ans de recul maintenant, donc sans traitement allopathique qui n'a aucun signe clinique de sa maladie. Pour mon cas, j'ai bénéficié de cette synergie entre l'allopathie, l'homéopathie, entre le gastro qui va dans l'investigation pure et dure, et puis l'homéopathe qui va prendre la totalité du corps de la personne, et ça s'est bien passé. La rectocolite, c'est la fatigue au quotidien, c'est l'angoisse, c'est un manque d'appétit, c'est un manque de sommeil, c'est tous ces symptômes. C'est pas seulement les symptômes suivis ou ressentis au niveau des intestins. C'est la vie qui échappe un petit peu. Pendant ces années, on se prive de faire certaines choses. La rémission radicale de la maladie de ce patient qui souffrait depuis plus de 20 ans, malgré un traitement classique, pose question. Est-il évident d'attribuer un tel changement à un effet placebo ? Oh non, je ne pense pas. On peut que constater les choses. C'est-à-dire qu'il va très bien et sa muqueuse colique va très bien après ces 3 doses. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'effet placebo, en effet. Mais ça me paraît peu probable. Je pense qu'un effet placebo comme ça aurait eu de l'effet s'il en prenait toutes les semaines ou tous les mois de façon régulière en se disant il ne faut pas que j'oublie mon médicament. Mais là, on a 2-3 ans. Ça va être difficile de rabattre vers l'effet placebo. La difficulté pour l'homéopathe, c'est de reprendre les symptômes du patient et de pouvoir les traduire en langage répertorial que nous pouvons utiliser. Donc, les différents symptômes que j'ai repris chez le patient ici me donnent cette grille avec des ordres de préférence de remèdes. Après, c'est à nous, homéopathes, de pouvoir départager ces remèdes pour pouvoir lequel est le plus probant et lequel correspond le mieux avec la totalité des symptômes du patient sur le plan physique, sur le plan psychologique. Voilà. Mais il y avait un remède qui sortait très fort en première position, et c'est quand même celui que j'ai choisi, Mercurius causivus. Et dès les premières doses, vous avez senti un mieux, mais immédiat. Et le résultat est là. 2 ans et demi d'un côté, 20 ans de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est statistique, mais le résultat est probant en tout cas. C'est le chlorure de mercure qui a servi à la fabrication de ce médicament homéopathique. À la base, c'est un produit minéral toxique qui, absorbé, provoque des lésions inflammatoires, des ulcères et des hémorragies. Étonnant. La prise de quelques doses homéopathiques de ce composé coïncide chez ce patient avec la disparition de symptômes analogues à ceux d'une intoxication par cette même substance.
Ce phénomène, pour le moins curieux, est pourtant décrit dès l'Antiquité par Hippocrate, considéré aujourd'hui comme le père de la médecine moderne. Il énonce en effet 3 modes d'évolution favorables des maladies. La guérison naturelle, la guérison par les contraires et la guérison par les semblables. Un principe vérifié quelques siècles plus tard à l'occasion d'une expérience inédite. Cette idée d'expérimenter sur l'homme sain des substances de la nature nous vient de Samuel Hahnemann, grand médecin allemand, à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle. Déçu par sa pratique, insatisfait de ses résultats, il décide momentanément d'abandonner cette pratique pour se consacrer à la traduction d'œuvres scientifiques et à la chimie. Lisant la matière médicale de Cullen, il tombe sur l'écorce de quinquina, qui était un grand médicament utilisé pour les fièvres à l'époque, et l'idée lui vient d'expérimenter, lui, en pleine santé, cette substance, et il s'aperçoit qu'il se crée un état fébrile de fièvre avec quantité de symptômes qui ressemble étrangement à un état d'impaludation. Il va donc répéter cette expérience. Il va la répéter sur son entourage et il va également commencer à tester des tas d'autres substances naturelles. Aujourd'hui encore, on expérimente, on teste des milliers de substances de par le monde. Dans tous les pays où l'homéopathie a pris racine, ce travail d'expérimentation minutieux, appelé aussi proving, se poursuit. Après un entretien approfondi avec leur superviseur, les volontaires absorbent tous les jours des doses imprégnées ou non de la substance testée jusqu'à l'apparition de symptômes. Personne n'en connaît la composition, à l'exception du pharmacien. C'est un protocole en double aveugle contre placebo. Après 6 mois d'observation, chacun est invité à rendre compte de son expérience. Chaque expérimentateur, un par un, va raconter son vécu. Ça serait bien de se tenir à peu près à 5 minutes chacun. Les superviseurs, après, viennent donner un petit peu des compléments, leur éclairage sur l'expérimentation. Et puis comme ça, on va faire à tour de rôle. Donc au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se recouper entre ce que disent les uns et ce que disent les autres. Mais à partir du moment où je vous aurai dit le nom du remède, le proving est fini. Après, tout ce que vous pourrez ressentir sera forcément influencé par l'idée qu'on se fait de cette souche. D'accord ? Qui veut commencer ? Il y a un symptôme qui m'a suivi pendant 1 mois complet. C'était pas forcément tous les jours, mais c'était très récurrent. C'était une chaleur de l'oreille gauche. Les maux de tête, ils étaient au début à l'occiput et puis après en casque sur la tête. Vers 10h30, sensation de céphalée en casque. J'étais un peu rebelle, j'étais contre tout, contre la société. Mais toujours l'humeur aussi bonne. Pluriéthanal encore vers 21h jusqu'au coucher. Qui a expérimenté et qui n'a pas parlé encore ? Il y a toi ? Et donc, elle a le tensiomètre qui est sur la table, elle prend le tensiomètre, elle me dit « C'est combien de temps ?» Je ne sais pas. 23 d'un côté et 22 de l'autre. Je n'avais strictement aucun symptôme, mis à part ça. C'est bon ? Voilà, c'est le cèdre du Liban qu'on a expérimenté. Quand j'étais en train de travailler sur ces notes, j'ai eu la chance de voir un patient qui avait plein de symptômes qui m'évoquaient la pathogénésis que j'avais entendue. Donc d'abord, il venait pour des maux de tête avec une chaleur à la tête exactement comme décrit par l'expérimentateur. Il avait des démangeaisons anales. Et puis surtout, il avait des à-coups de tension. Donc je lui ai donné une dose de cédrus libanique 1CH. Et de façon étonnante, son hypertension s'est complètement résolue. Et en plus, il a retrouvé un sommeil de bonne qualité. Donc on voit qu'en fait, j'aurais jamais pu prescrire cédrus dans cette situation-là si j'avais pas fait l'expérimentation, parce que c'est là que j'ai compris les symptômes. Donc en fait, j'ai senti qu'à ce moment-là, je me mettais vraiment dans les pas de Samuel Hahnemann,
puisque en fait, comme les homéopathes au fil des années, depuis que l'expérimentation se fait dans le monde entier, on enrichit la matière médicale. Et donc j'ai rajouté, avec tout le groupe d'expérimentateurs, on a rajouté quelques pages à la matière médicale et on a donné des outils supplémentaires aux prescripteurs. Et au bout d'un moment, il y a eu la goutte de trop, j'ai pas explosé. Dans toute expérimentation, seuls les sujets sensibles présentent des modifications de leur état psychologique et physique. Leurs symptômes, analysés puis répertoriés, ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. C'est ainsi que se confirme le bien fondé de la découverte du docteur Samuel Hahnemann. Toute substance capable de faire apparaître chez un individu sain des symptômes est susceptible de faire disparaître des symptômes semblables chez un sujet malade. Les semblables guérissent par les semblables. Dès lors, deux voies s'ouvrent pour la médecine. La voie de la guérison par les semblables et celle de la guérison par les contraires, propre à la médecine académique qualifiée par Hahnemann d'allopathie. C'est en 1810, dans l'Organon de l'art de guérir, que Samuel Hahnemann pose les fondements de sa découverte, l'homéopathie. Fin connaisseur de la toxicologie, chimiste reconnu, il expérimente la dilution des substances afin d'annuler leur toxicité. Par hasard, Hahnemann découvre aussi qu'en secouant fortement ses préparations homéopathiques, on parle aujourd'hui de dynamisation, elles deviennent plus efficaces. Il élabore de ce fait un mode de fabrication des médicaments qui, bien que modernisé, suit encore aujourd'hui la même procédure. Mais le travail de ce chercheur infatigable ne s'arrête pas là. C'est une conception révolutionnaire de la vie humaine, de la médecine et de la santé qu'il énonce dans l'Organon, basée sur le concept d'énergie vitale et de globalité. Hahnemann s'oppose à un modèle médical purement matérialiste. Il conçoit l'individu comme un tout, animé par une force immatérielle. Actually, perhaps most importantly, the vital energy in a human being, that energy which makes the body function, which gives it life, what we call life energy or the vital force. And it's clearly a real thing. It's an intelligent energy that organizes the activities in the body. Circulation, assimilation, metabolism, elimination. How do these things happen? Not by some accident. There's an intelligent energy there. And conventional science has a complete blind spot in relation to that. It doesn't really talk about that. And that's what we talk about in homeopathy all the time. En 1835, Hahnemann s'installe à Paris. Sa vision novatrice et les nombreux succès thérapeutiques de l'homéopathie font sa notoriété. Académicien, Ernest Le Gouvet raconte avec émotion la guérison de sa fille. Une expérience partagée avec des amis, dont Victor Schœlcher, initiateur de l'abolition de l'esclavage. Voilà. Donc voilà ce que je vais vous dire, c'est ça. Ma fille, âgée de 4 ans, était mourante. Notre médecin de l'Hôtel-Dieu, avait déclaré le matin même à l'un de nos amis qu'elle était irrémédiablement perdue. Nous veillions, sa mère et moi, pour la dernière fois peut-être, auprès de son berceau. Schœlcher et Goubeau veillaient avec nous, et dans la chambre se trouvait aussi un jeune homme en toilette de bal que nous ne connaissions pas 3 heures auparavant. Un jeune peintre, Amaury Duval, qui avait consenti à faire le portrait de l'enfant dans ses derniers instants, ému aux larmes, leur dit soudain en les quittant au petit matin : « Mais enfin, puisque votre médecin déclare votre enfant perdu, pourquoi ne vous adressez-vous pas à cette médecine nouvelle qui commence à faire un tendre bruit dans Paris? Pourquoi n'arrivez-vous pas à trouver Hahnemann ?» Mais il a raison, s'écria Goubeau. Hahnemann est mon voisin, il demeure rue de Milan, en face de mon institution. Je ne le connais pas, mais qu'importe, j'y vais, je vous le ramène.
Et son invincible charme opérant comme toujours, 1 heure après, Hahnemann et sa femme arrivaient avec lui dans la chambre de notre malade. Il revint le soir, il revint le lendemain et commença ses médicaments, se contentant de dire à chaque fois « encore un jour de gagné ». Le 10e jour, le péril redevint tout à coup imminent. Le froid gagna les genoux. Il arriva à 8 heures du soir et resta un quart d'heure près du lit, comme un homme en proie à une grande anxiété. Enfin, après avoir consulté avec sa femme, qui l'accompagnait toujours, il nous donna un médicament en nous disant « faites-lui prendre cela et remarquez bien si, d'ici à 1 heure, le pouls remonte ». Vers minuit, entre dans la chambre Chrétien Urban. Il me dit « mon cher monsieur Le Gouvet, votre fille est sauvée ». Les guérisons nombreuses et retentissantes de Hahnemann lui valent l'animosité de ses confrères. L'Académie de médecine va jusqu'à demander au ministre Guizot d'interdire en France la pratique de l'homéopathie. Guizot a la sagesse de ne pas donner suite à cette requête. Sa réponse aux détracteurs pourrait faire sourire. Si l'homéopathie est réellement inefficace et sans fondement, nul besoin de l'interdire, elle disparaîtra d'elle-même. Alors ça, c'est hallucinant. Le choléra éclata le 27 juillet 1831 dans la ville de Rab en Hongrie. Le nombre des malades augmenta avec une telle rapidité que bientôt tout homme de l'art fut occupé nuit et jour. Ils rivalisèrent de zèle pour traiter et sauver leurs malades après divers systèmes. Mais malgré leurs efforts, les résultats obtenus ne furent pas heureux. Dans cette terrible maladie, comme dans toute autre, l'homéopathie s'est montrée miraculeuse. Vers le début du XIXe siècle, à partir des années 1830, le choléra va ravager toute l'Europe. Dans la littérature, on trouve de nombreux témoignages de médecins, d'officiers de santé venant d'Italie, de Hongrie, de Russie, alors que la mortalité est de 50%, avec l'homéopathie, on n'enregistre que 5 à 10% de décès. À partir de là, l'homéopathie rentre à l'hôpital et va se répandre dans le monde entier. Le 2 juillet 1843, au terme d'une vie extraordinaire, Hahnemann s'éteint. Comme mes prédécesseurs et tous les adeptes de l'homéopathie, je ne peux qu'éprouver une immense reconnaissance devant l'héritage intemporel qu'il nous a légué. Moi, ce qui me fascine avec l'homéopathie, c'est que je crois que justement, on est plus dans une approche de médecine traditionnelle, c'est-à-dire qu'en utilisant nos remèdes qui sont des végétaux, des animaux, des minéraux, et en voyant le lien qu'il y a entre la vie d'un animal et les symptômes pathologiques associés au remède animal, ou la biologie d'une plante, la vie de cette plante, et qu'on le rapporte aux symptômes qui vont apparaître dans la pathogénésie, donc dans les symptômes qu'on va guérir chez le patient avec cette plante, il y a une vraie cohérence. C'est comme si on s'intégrait dans une espèce de cosmogonie, une vraie cohérence, une vraie beauté en fait, et une vraie émotion. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui me porte le plus dans cette démarche, quoi. La médecine moderne est devenue et devient une médecine très technologique, de plus en plus technologique, ce qui ne veut pas dire qu'elle est inefficace. Je ne suis absolument pas un détracteur imbécile de l'allopathie, mais par contre, c'est une médecine qui se détache de plus en plus, de par son aspect technologique et de par ses idées de protocoles, de procédures, etc., elle est en train de se détacher de plus en plus du vivant. Allez, Mimi, viens. Ah, ma jolie.
Alors. Non, mais là, c'est de pire en pire, parce que ça, c'était pas flagrant. Ça, c'est sorti récemment, ça. Ouais, elle n'avait pas l'autre chose. Ouais. Donc, paralysie faciale gauche. Donc, l'oreille, la paupière. Et c'est surtout les lèvres, je trouve que c'est... Ouais, paupière. Et la lèvre supérieure qui est C'est comme ça complètement que déformée. c'est comme ça que je m'en suis aperçue. Ouais. D'accord. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mélanome qui est en train de comprimer le nerf facial. Qui se trouverait derrière l'oreille. Voilà, la palpation. Alors les mélanomes, au niveau allopathique, le seul traitement entre guillemets qui existe, c'est les doses de cimétidine fortes, on en avait parlé. Vous avez essayé sans résultat. Le problème, c'est que c'est quand même une tumeur. Oui. Donc là, la tumeur comprime le nerf facial, et ce qu'on voit, c'est la résultante de la compression qu'en fait. D'accord. Donc le seul choix qu'on a, c'est la régression de cette tumeur pour libérer de nouveau le nerf. Sachant que je ne sais pas dans quel état il est le nerf. Donc le pronostic il reste réservé. Quoi. Le but de la consultation d'aujourd'hui, donc, puisqu'on décide d'essayer de trouver un remède homéopathique pour la soulager, je pense que c'est à peu près la seule solution qu'on a là, c'est que vous m'expliquiez en quoi Luna est exceptionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire en quoi elle est différente d'une autre jument grise qui aurait des mélanomes. D'accord. C'est la première jument que j'ai eue et je l'ai toujours trouvée très fille, enfin dans le mauvais sens du terme, quoi. Voilà, non mais c'est ça, non mais je sais pas comment l'expliquer, mais très voilà, chochotte un peu, voilà. Alors que elle a peur de rien, enfin voilà, elle est pas tout dans l'exagération, enfin voilà, ça c'est Luna, c'est voilà. Et après, ce qui a changé là ces derniers temps, donc je sais pas si ça peut être lié, c'est qu'on a racheté d'abord Vacarme, qui était fort amoureux de Luna pendant très longtemps, au point de lui... Alors ça m'a étonné, c'est qu'elle se laissait mordiller la queue par Vacarme, alors que d'habitude, on ne pouvait pas lui approcher l'arrière. Et puis, quand j'ai acheté Pandora, donc au mois de mars, Vacarme l'a complètement délaissée. Et... Enfin, toute la hiérarchie du troupeau s'est trouvée modifiée, quoi. On a l'histoire de Luna, on choisit dans son histoire les symptômes les plus individualisants, ceux qui expriment le plus sa souffrance, et on les hiérarchise. Moi, j'ai hiérarchisé ces symptômes. Le premier symptôme le plus important pour moi, c'est les tics qu'elle a. Le deuxième symptôme que je retiens, qui est aussi un symptôme physique et qui la dépasse, c'est cette nymphomanie. Donc le troisième symptôme que je garde, c'est la paralysie faciale, qui est directement liée à la maladie, puisqu'on a cette tumeur qui comprime le nerf facial. Quatrième symptôme, c'est cette précipitation, ce côté toujours pressé, et au-delà de ça, le côté fille qu'elle a décrit, qui est quand même intéressant, parce que là, on commence à être un peu plus dans le subjectif, par rapport à la construction du début de la hiérarchisation, mais il est important parce qu'elle l'a vraiment ressenti et que ça colle avec le reste finalement, avec cette précipitation, etc. C'est un côté un peu maniéré, c'est-à-dire que cette jument ne sait pas faire les choses simplement, elle exagère tout. Je finis l'individualisation de Luna avec en fait son histoire récente, c'est-à-dire que le fait qu'elle ait perdu sa position sociale dans le troupeau. Et en plus, il y a eu cette histoire, cette relation amoureuse, on pourrait dire, entre ce cheval et elle, qui a immédiatement cessé dès l'arrivée de la nouvelle jument. Et on peut imaginer que ça a eu des conséquences sur Luna. Je viens de me rendre compte que j'avais sauté une phrase que m'a dit la propriétaire, c'est-à-dire toute sa vie, cette jument, elle a été nymphomane, d'accord ? Cette année où est arrivée la nouvelle Poulistara, elle n'est pas venue en chaleur. Alors que depuis 22 ans, elle est nympho, quoi. Et il y a un remède, suppression des règles suite de chagrin, c'est Ignacia.
Ça, c'est chouette. Ça fait plaisir. Ça permet de se dire que peut-être on est sur le bon chemin. Donc, à cette phase-là, il est important de retourner dans les matières médicales synthétiques pour voir si l'image globale, la problématique d'Ignacia correspond bien à l'histoire de Luna. Donc, pour Voisin, il y a 3 pôles principaux qui sont émotive, instable et paradoxale, les troubles nerveux, les spasmes, et enfin la dépression morale après chagrin. On a là résumé, à mon avis, en 3 points, l'histoire de Luna. Le but en homéopathie, c'est pas juste de supprimer des symptômes. C'est évidemment de guérir, mais on sait, si on guérit d'un symptôme physique et que ça s'accompagne d'une amélioration du mental, et dans le cas de Luna, ça serait la disparition des tics, des stéréotypies, de cette espèce de précipitation permanente comme si elle était en danger, là on sait qu'on sera sur la vraie voie de la guérison. Allez, c'est rien du tout. C'est rien, Poussinette. Un autre domaine plus confidentiel, en phase d'expérimentation, est l'utilisation de l'homéopathie sur les plantes et les cultures. Des femmes, des hommes, agriculteurs cherchent des alternatives efficaces et durables, comme ici, dans le département de la Drôme. J'avais jamais fait la relation avec le végétal ni l'animal, comme si tout était cloisonné. Et j'ai découvert ça et je me suis dit, mais pourquoi pas le végétal? Et donc je suis là parce que je veux apprendre. On utilise l'homéopathie aussi bien au niveau familial que pour les animaux qui sont sur la ferme depuis très très longtemps. Et suite à l'invasion de la pyrale du buis l'an dernier, on a fait plusieurs essais pour essayer de gérer cette invasion. Dont de l'homéopathie, conjointe à d'autres expériences sur des moyens physiques qui sont l'utilisation de nettoyeurs de pression pour faire tomber les chenilles, ou bien du bacille thuringiensis. Et en fait, on a eu des résultats très très intéressants aussi bien dans les 3 méthodes, dont l'homéopathie. Si on prend par exemple la rouille des céréales. La rouille des céréales, on peut utiliser belladonna, mais on peut utiliser aussi aconite. L'aconite aussi est efficace. Mais dans quel cas on va utiliser belladonna et dans quel cas on va utiliser aconite, ça, il faut avoir le coup d'œil. Les produits chimiques, généralement, quelques jours après le traitement, les feuilles se dessèchent et soit restent accrochées aux branches, soit elles tombent par terre. Donc on tue, alors que là, avec l'homéopathie, on n'a pas tué les feuilles. Les feuilles continuent à faire leur fonction. J'ai travaillé quand même 40 ans et plus dans une école d'agronomie. On ne m'a jamais parlé de ça. Quand j'ai vu ça de mes propres yeux, c'est vraiment... effectivement, c'est un choc. C'est un choc parce que moi qui croyais toujours qu'il faut avoir une dose létale pour éradiquer le parasite, avec un granule de sucre, on a pu quand même guérir une maladie qui demande... Et même de point de vue économique, parce qu'au Maroc, un tube de granules, ça coûte 18 dirhams 50. Il y a 80 granules. Alors, calculez le coût pour voir, comparez-le à... Ça m'a poussé à faire des recherches dans le domaine de l'homéopathie. Moi qui suis formaté chimie, ne croyais jamais à ces granules. Quand j'ai vu l'efficacité, parce qu'on dit toujours que c'est un effet placebo. Mais la plante, est-ce qu'il a un effet placebo? Partout dans le monde, on a fait des recherches sur le fusarium.
C'est une maladie très très grave parce qu'en un siècle, il a détruit quand même les 3/4 de la palmeraie marocaine. Ce qui fait que l'alternative que nous avons choisie, c'est de reproduire le palmier par voie génétique, essayer de trouver des variétés résistantes. Alors nous, en homéopathie, on a essayé sur le fusarium une dizaine de remèdes et nous avons quand même un résultat pour 5 remèdes. Pour 5 remèdes, au moins, on a pu stopper l'évolution du parasite. Et les palmiers qu'on n'a pas traités, ils ont crevé au bout de 6 mois. On n'a pas voulu faire de publication parce que tout ce que nous avons fait, ça a été vraiment le fruit du hasard. Donc, pour pouvoir infirmer ou confirmer les résultats, on va essayer de faire de l'expérimentation dans les bonnes règles de l'art. À l'heure où des voix s'élèvent pour dénoncer les effets ravageurs de certains pesticides sur l'homme, la faune et les sols, je rêve un instant de voir l'homéopathie contribuer à la révolution agroécologique en cours, plus que jamais nécessaire à notre survie. Malheureusement, une réalité bien plus sombre se profile. Il y a urgence. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Des bactéries résistent aux antibiotiques les plus puissants. La croissance exponentielle des maladies chroniques et des cancers menace la pérennité des systèmes de santé. Rien, ou presque rien, ne semble infléchir la tendance dans un monde dirigé par des intérêts économiques servis par l'instauration de la pensée unique pour un marché unique. Au dire de ses détracteurs, l'homéopathie ne fait pas la preuve d'une efficacité supérieure à celle d'un placebo. Malgré les milliers de cas documentés dans le monde en 2 siècles et les avancées scientifiques sur le sujet, la négation de ces faits persiste. Pour approfondir cette question, je me rends en Allemagne, à l'Institut pour la recherche en homéopathie. Il a pour mission de coordonner l'ensemble des recherches dans ce domaine. Qu'en est-il exactement ? En homéopathie, la polémique fait rage autour d'un rapport, le rapport australien. Donc le rapport officiel en 2015, dont les conclusions sont que l'homéopathie est inefficace pour quelconque pathologie médicale. L'histoire, en fait, c'est que il y a eu un premier rapport, le premier rapport australien, qui a été commandité par les instances de santé australiennes, le NHMRC, National Health and Medical Research Council. On sait, de par les avis du professeur Mandelson, qui a émis un avis sur ce premier rapport, que ce premier rapport était de haute qualité. On pense aussi qu'il avait des conclusions en faveur d'une efficacité de l'homéopathie, mais ce premier rapport a été enterré. Et donc, ce qu'on appelle maintenant le rapport australien est en fait le deuxième rapport australien. Donc, nous, on a regardé ce rapport de fond en comble, 600 pages, et découvert un certain nombre de problèmes avec ce rapport en termes scientifiques, des critères qui n'ont jamais été utilisés avant, critères de taille de l'étude et des critères de qualité, qui sont des critères très forts, qui ont pour conséquence, en fait, de réduire l'évidence de 176 études cliniques randomisées à 5 études. Quand on comprend ça, on comprend assez facilement comment on peut arriver à des conclusions aussi tranchées, aussi nettes, comme quoi l'homéopathie serait inefficace pour toute pathologie. Il y a d'autres études de très haute qualité, des revues de ce style-là qui ont été faites. En particulier, une étude très importante qui vient en tête, c'est celle de Robert Matty, en 2014, et qui démontre très clairement qu'en fait, l'homéopathie dite donc hahnemannienne individualisée, telle qu'on l'a si on va voir un homéopathe, a des résultats positifs au-delà du placebo. Donc les conclusions de cette étude sont très claires, et la méthodologie qui a été utilisée, qui est du style Cochrane, donc des méthodologies qui sont très établies, très solides, n'ont pas été critiquées à ce jour. Voilà des années que j'utilise l'homéopathie. Les résultats observés m'interrogent. La fameuse controverse scientifique sur la mémoire de l'eau proposée par Jacques Benveniste
remise à l'ordre du jour par le prix Nobel de médecine Luc Montagnier, doit-elle être définitivement close? Existe-t-il une théorie capable d'expliquer l'action de ces mystérieux granules? Moi, mon action, ça consiste à utiliser des méthodes scientifiques, les méthodes de la science, pour comprendre comment fonctionne ce remède homéopathique, indépendamment du problème médical. De façon étrange, on n'avait jamais étudié le médicament homéopathique. On a pris donc 2 lignes de produits, un produit minéral qui est Cuprum metallicum, un produit organique, une plante qui est Gelsemium sempervirens, et on a suivi rigoureusement le protocole de la pharmacopée européenne. C'est-à-dire que ce qu'on étudie, c'est le médicament, et pas un produit de laboratoire. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que lorsque on faisait les études, le procédé homéopathique met en jeu en fait 4 choses. La matière de départ, bien sûr, l'eau, le récipient et l'air. Ce qu'on a montré dans cette étude qui s'appelle DINOME, on a montré que même pour des très très hautes dilutions, donc on est allé jusqu'à 30 CH, on retrouvait toujours quelques microgrammes de matière solide. Et cette matière solide, normalement, elle ne devrait pas être là, puisqu'on n'a utilisé que de l'eau pure. Donc il est évident que la seule source de matière dans le procédé ne pouvait être que le récipient. On travaille un récipient de verre et on sait que l'eau est agressive, donc l'eau va dissoudre du verre. Et elle dissoudra le verre que vous soyez à 10 CH, que vous soyez à 30 CH. Le deuxième point qu'on a pu voir, c'est que on a fait les mêmes expériences en diluant sans secouer et en diluant avec succution. Et on a vu que c'était très différent, et il est évident que la succution, le fait d'agiter, amène de l'air. Donc l'air amène lui aussi sa matière. L'eau, évidemment, elle est pure, et puis il reste le produit, in fine, le produit qu'on a utilisé. On a pu montrer qu'au-delà d'une dilution d'un facteur de 6 fois un facteur 10, il n'y avait plus rien. Il ne restait plus rien du produit. Donc à partir, disons, de 3 CH ou de 6 DH, en fait, on arrache de la matière au récipient, et ensuite cette matière va avoir un effet sur l'eau, cette matière dissoute solide, en conjugaison avec des bulles de gaz, pour donner les propriétés du médicament. Donc on sait aujourd'hui qu'un médicament homéopathique, ce n'est pas rien, c'est une dispersion de nanoparticules, de nanobulles d'air, avec de l'eau, et sans, évidemment, le produit de départ. Et ce qu'amène la théorie, c'est qu'elle nous apprend que quand on prend en compte la molécule d'eau, le vide et le rayonnement électromagnétique, on voit que sur l'eau, on découpe un damier, vous savez, comme un échiquier, dont les tailles sont de 100 nanomètres par 100 nanomètres, qui correspondent à l'excitation de la molécule d'eau par le rayonnement électromagnétique, qui est là de type ultraviolet. Et donc, ce damier se comporte comme, en fait, n'importe quelle mémoire d'ordinateur, c'est-à-dire qu'à l'intersection de chaque case, je peux mettre 0 ou 1, et à ce moment-là, je peux coder n'importe quel type d'information. Donc l'idée, c'est que quand on fait le médicament homéopathique, une piste de compréhension serait que ce damier existe dans l'eau et va être stabilisé par les nanoparticules de solide et par les nanobulles de gaz, parce que s'il n'y avait pas ces objets, le damier serait instable, ça on l'a montré aussi théoriquement. Pour que le damier soit stable, il faut qu'il s'accroche sur quelque chose. Donc l'idéal, c'est sur des solides ou sur du gaz. Et une fois que ce damier est là, eh bien évidemment la molécule, quand on la met, elle met son information sur ce damier, et puis ensuite quand on dilue, on retient que la partie immatérielle, électromagnétique, la signature électromagnétique de la molécule, plus que l'aspect matériel. Donc moi je suis allé chercher une technique qui permet d'obtenir des images. C'est-à-dire je veux une technique où je veux pouvoir étudier la goutte, la solution homéopathique ou le granule, et sans transformation. Donc il se trouve que cette technique existe, s'appelle l'électrophotonique. Et donc ce qu'on va faire, c'est placer une caméra très sensible qui va enregistrer cette émission ultraviolette qui est invisible, on ne la voit pas à l'œil, et en enregistrant cette émission, on va capter une image du produit sous cette tension, ça s'appelle en physique l'effet Corona.
Et puis ensuite, c'est facile, puisqu'on pose la goutte, on peut être la goutte de n'importe quoi, et puis on regarde, on a une image. Donc là, par exemple, c'est typiquement ce qu'on a fait dans le cadre du projet Dinome. On regarde bien sûr l'eau pure, qui a sa signature qui est bien reconnaissable. C'est une couronne qui est relativement bien développée, elle occupe à peu près entre 7 et 8% de la surface. Et surtout, ce qui caractérise l'eau pure, c'est qu'elle a du mal à se structurer en flamèche, ce qu'on appelle ici les streamers. Il y en a quelques-uns, mais on voit qu'il y en a qui sont courts, il y en a qui sont longs. Ça, c'est caractéristique de l'eau pure. Ce qu'on a fait ensuite, c'est utiliser donc la teinture mère de gelsemium sans pervirens. Donc là, on voit tout de suite la différence. C'est que maintenant, et là, il y a de la matière, parce qu'on est avec la teinture mère, donc il n'y a pas eu de dilution. Et on voit tout de suite que l'émission lumineuse est complètement différente. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dilué cette teinture mère à 10-26. On se place à un point où, normalement, il ne doit plus y avoir plus rien, même si on sait qu'il n'y a plus rien dès le début. Donc là, on voit très bien ce qui se passe. On voit qu'on réduit le nombre de streamers, c'est-à-dire qu'on diminue l'information, et surtout, on les allonge. Et ensuite, on a évidemment l'effet de la dynamisation. Et là, on voit que le produit donc, change encore la succution est importante, elle amène des modifications dans l'image. On va analyser ces images avec des méthodes scientifiques, taille de la couronne, nombre de streamers, quantité d'informations qui sont contenues, puisqu'on peut modéliser la quantité d'informations par des algorithmes mathématiques. Et l'analyse de toutes ces images donnera lieu à une publication qui est en cours de rédaction. Donc en conclusion, on peut dire que l'eau, la teinture mère, le produit dilué 26 fois ou dynamisé à 13 CH sont des produits qui sont tous différents. L'image, il y a une information cuivre qui est ici, qui est très différente dans une information gelsemium. Chaque remède a sa signature photonique. On savait dès le 19e siècle que dans la nature, il y a deux choses. Il y a de la matière et du rayonnement. Et que la réalité est soit matérielle, soit immatérielle. Et donc, ce qui choque dans l'homéopathie, c'est qu'on utilise la partie immatérielle, invisible, inobservable. Mais surtout, il y a cet aspect électromagnétique, c'est-à-dire que les champs électromagnétiques sont partout, et qu'ils font partie. Ils sont couplés à la matière, et on ne peut pas imaginer la matière sans les champs, ou les champs sans la matière. Donc, à partir du moment où vous pensez à rajouter les champs et la matière, vous pouvez avoir une vision rationnelle de l'homéopathie, mais forcément, la partie matérialiste, la partie matérielle des choses est passée au second plan. L'homéopathie ne heurte pas la rationalité, elle heurte la matérialité. C'est pas la même chose. Il va manger, toi. Hein? Tu veux pas manger? Le truc là. Ça te fait mal ou pas? Hein? Allez, venez. Un peu partout en France, l'homéopathie fait des émules parmi les éleveurs soucieux de la condition animale et de l'environnement. Pour tous ceux qui l'ont étudiée sérieusement, cette approche fait partie des alternatives possibles à une antibiothérapie dont l'usage abusif est désormais reconnu comme dangereux. Son efficacité sur le terrain dans les affections les plus graves ne remet-elle pas en cause l'argument simpliste et réducteur d'un effet placebo? L'effet placebo, on a beaucoup parlé de l'effet placebo, effectivement. Mais nous, soignant des animaux avec des propriétaires avertis, on se rend compte, et là il faut rentrer dans les échecs. On a des échecs, et on a beaucoup d'échecs. On a aussi beaucoup de succès. Par exemple, quand on lutte contre les avortements, on s'aperçoit que les avortements dus à une grande frayeur parce qu'il y a une attaque de chien errant ou de loup, et on donne aconite en dilution élevée,
et on s'aperçoit que les avortements se calment. Et les brebis, elles ont reçu leur ration journalière, quotidienne, exactement de la même façon. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a pulvérisé quelques gouttelettes du remède dilué et dynamisé sur le fourrage. Personne n'en sait rien. L'éleveur le sait, c'est tout. Ah, la traite de ce matin? Ouais, presque à l'heure. L'homéopathie, je pense que ça travaille sur l'équilibre aussi des animaux. Et on travaille sur du vivant. La santé, c'est un équilibre. Et le lait reflète cet équilibre. Le lait lui-même est équilibré ou pas. C'est le reflet vraiment de l'état de santé des animaux. Donc c'est une conception de la vie finalement et de ce que peut être la santé ou la maladie. Viens là. Allez, pousse. Je suis venu à l'homéopathie par hasard, en fait. Je bossais chez des gens, et la dame de cette maison, en fait, était docteur. Et puis bon, on a parlé d'homéo, elle m'a filé ces 10 feuilles renéotypées qui posaient directement les bases quand même de l'homéo, avec Hahnemann, l'énergie vitale, la loi de similitude, les symptômes, les remèdes, tout ça. Alors moi, je découvrais un truc. Alors là, c'était un monde, quoi. Mais j'ai trouvé cette démarche d'observation fine hyper intéressante. Enfin, moi, je débutais dans le boulot d'éleveur, j'avais bossé un peu déjà, mais ça m'a vraiment interpellé comment ces gens regardaient leurs animaux, comment ils voyaient une chèvre vivre au milieu de carences, pourquoi celle-là, elle est toujours près de la porte là-bas, à chercher de l'air frais peut-être, ou chercher de la lumière, mais elle cherche quelque chose là-bas. Pourquoi les autres sont là, elle là-bas? Et voilà, et donc ça a fait comme ça, quoi. Et puis après, j'ai fait 1 ou 2 stages avec des vétos, j'ai acheté des bouquins, j'ai bouquiné. J'ai passé beaucoup de temps quand même à lire les matières médicales, quoi, pour stocker, avoir un stock de symptômes en tête, pour pouvoir le lire sur un animal. Giotto, va plus loin. Allez, marche. Marche. Donc il y a 2 ou 3 ans, on a eu 2 ou 3 mammifs gangréneuses là, sur le troupeau. On a sauvé 2 bêtes sur 3 quand même. Donc une mamie gangréneuse, c'est assez spectaculaire parce que là, au niveau de la mamelle, donc le quartier est gonflé comme ça, il devient violet, noir, et il se met à pourrir. Et généralement la bête en meurt, donc en allopathie ça marche pas non plus d'ailleurs. Donc là on a donné l'achésis, c'est du venin de serpent crottal. Et est apparu ce qu'on appelle un sillon disjoncteur, c'est-à-dire qu'il s'est tracé une limite, à peu près comme ça sur le quartier, et la gangrène n'a pas été plus loin. Mais toute cette partie-là du quartier a pourri et est tombée. Donc la pourriture et la chute, donc, ça prend 3 semaines. Hein. Mais derrière, il manquait un bout de la mamelle, mais c'était complètement cicatrisé et nickel, quoi. Et 2 mois après, donc c'était au mois de mai, ça. 2 mois après, on a fait les échographies, la bête était pleine. Elle s'était retapée, elle était pleine, elle a agnelé. Elle n'avait plus qu'un quartier qui produisait du lait, mais bon, on a sauvé la bête, on a sauvé la lactation suivante, même si la lactation est moins bonne. Mais c'est quand même chouette, quoi, même si, d'un point de vue économique, le meilleur remède, dans ce cas-là, c'était un coup de masse, et puis on n'en parle plus. Mais cet aspect économique, moi, je ne veux pas en tenir compte, quoi. C'est pas mon job. Enfin, c'est mon job, il faut que j'en vive, évidemment, mais je veux dire, s'il y a une bête malade, il faut que je la soigne. C'est des bêtes dont j'ai la charge, quoi. Après, si les bêtes sont bien nourries, bien logées, on évite quand même 80% des ennuis. Hein.
a eu des vaches pendant 20 ans, et là on est sur un rythme très lent. Hein. La vache, c'est elle rumine, un coup par seconde, regardez là-bas, c'est 2 coups par seconde, tout va plus vite là. Là, tout va beaucoup plus vite. Donc souvent les pathologies, quand il y a un souci, il faut agir vraiment très vite, et des coups, on n'a pas le temps d'attendre le veto, quoi. Hein. Et qui est occupé ailleurs, parce que c'est comme ça. Et en plus, il y a un côté un peu autonomie que j'aime bien, quoi. T'as 200 tubes de granules dans une armoire, avec ça tu peux te débrouiller quand même. Pas mal. Surtout que t'as des résultats dans l'heure, hein, souvent. Donc, Et à chaque fois, quand tu prescris un remède et que ça marche, enfin pour moi en tout cas, ça fait 30 ans que c'est de l'émerveillement, quoi. Ben voilà, donc la pharmacie, classée par ordre alphabétique. Voilà, c'est les remèdes que j'utilise principalement ici. On va donc regarder là. Qu'est-ce qu'il y a là? Clachesis mutus, c'est un remède qu'on peut utiliser pour plein de choses différentes. Nous, on l'a utilisé donc récemment, je disais tout à l'heure, là, pour des mammites gangréneuses, mais on peut l'utiliser pour autre chose aussi. Ça va être pour toutes les plaies noirâtres, bleuâtres, pourritures et tout ça. Opium aussi. Ça, c'est un cas. Ça, c'était bien. On avait eu un lot de brebis, là, au début, où on avait le troupeau, on ne s'était pas méfié. Donc les bêtes étaient pleines, fin de gestation, bien la panse donc un peu comprimée par les fœtus. Et on les a changées de parc, elles sont passées sur un bois de chêne où il y avait un tapis de glands comme ça, quoi. Donc elles se sont gavées de glands, ça a bloqué la panse, on a soigné presque tout le lot avec Luxomica, donc sauf une. Il y en a toujours une, ça marche toujours, mais presque pas toujours, pas complètement. Hein. Et il y en a une qui se remettait pas, quoi. Et donc cette bête, elle roupillait, en fait. Elle avait comme ça tout le temps. Bête qui dort, constipée, mais à fond, quoi. Et bon, dans ce cas-là, c'était pas Luxomica. C'était opium pour celle-là, parce qu'il y a un assoupissement, endormissement, je me rappelle plus le nom du symptôme précis, mais c'était ça, quoi. C'est la bête qui roupille et qui est complètement... En fait, elle est stone, quoi. C'est opium. Comme si elle avait pris de l'opium. Ouais, comme si elle avait pris de l'opium. Ouais. Encore une fois, la boîte de similitude, voilà. Pour les courants d'air. Alors ma Lulu, comment ça va aujourd'hui? Ça va la belle poupée? Ça va ma poupée? Oh oui. T'es belle ma fille. Belle poupée ça. Allez, hop, tu marches? C'est bien Minette. C'est bien. Alors depuis, Luna a récupéré complètement la mobilité de son oreille. Elle avait également la paupière qui pendait, qui maintenant elle a complètement récupéré. Et puis sa lèvre a bien dégonflé et elle a retrouvé pas mal de mobilité du nez. Elle tique plus, avant elle tiquait beaucoup, elle était très nerveuse, elle tiquait à l'ours tout le temps. Et puis elle a repris sa place dans le troupeau aussi. Luna aussi avait un gros problème, c'était qu'elle était constamment en chaleur, ce qui lui posait des problèmes de comportement parce qu'elle était très nerveuse pendant ces périodes-là. Elle était parfois en chaleur des mois durant, ce qui n'est pas normal. Et là, dernièrement, elle a été en chaleur de façon très discrète et pendant 3 semaines, ce qui est la durée normale des chaleurs. Et voilà. Et tout s'est très bien passé, pas eu de soucis de comportement avec Luna à ces moments-là. Fillette. Ah, c'est formidable. Pour moi, c'est vraiment un gros changement et c'est extraordinaire.
L'homéopathie est une médecine exigeante qui requiert des années de formation. L'usage de recettes simples et utiles, notamment dans l'automédication familiale pour des affections bénignes, trouve vite ses limites. En Inde, l'homéopathie est plébiscitée par 200 millions de personnes. Elle y connaît, dans le sillage de Gandhi, un développement et une vitalité sans équivalent. Depuis 1973, elle s'intègre parfaitement dans le système de santé pluraliste de l'Inde. Dans ce pays, de nombreux homéopathes viennent des 4 coins du monde approfondir leurs connaissances. C'est ici que je trouve un début de réponse à une question essentielle. De quelle nature est le lien subtil entre la personne et le remède ? Jusqu'où peut-on observer des ressemblances entre l'expression humaine de la souffrance et la spécificité de chaque substance ? I want to speak about my discovery of the non-human language in patients. So modern medicine and most people now recognize that stress is a major cause of many of the problems of the human being, many diseases. But what is stress? So when I started investigating in each individual what the stress is, I found that it doesn't come from outer reality, but how that individual perceives reality. How is his experience of reality? For example, he has a lot of stress at work. How does he experience the stress? And then as we probe deeper, he would tell us that he feels as if somebody is dominating him. When you ask, how does it experience when somebody dominates you? Then he expresses this experience in a language which is not fully human. He says, I feel crushed, I feel pressed, I feel shrinking. So it became evident to me that at the very core of each individual's experience is a sensation, is a physical experience that cannot be explained in human terms. And it seems at that point that he's talking the language of something else in nature other than that of a human being. And not only that, but in every area of his life, whether you go to his dreams, his fears, his childhood, he almost always expresses at the core the same experience. Une patiente dépressive, traitée par quelques doses homéopathiques de Drosera, une plante carnivore, a vu son état s'améliorer. Voici une lecture d'un extrait de consultation. Il reproduit mot pour mot son vécu dans l'un de ses rêves. C'est bon là, je crois que c'est le bon texte. Ouais. Ouais. On a le même ? Ouais. Ouais. Donc là, tu me relances. Ah, t'inquiète pas, oui, ça je le fais. D'accord. Je le fais comme ça. Oui, je te le fais tout de suite d'ailleurs. Lara, âgée de 37 ans. Trahi. Je suis le Saint-Bernard et la proie facile. Un rêve qui vous a particulièrement marqué ? Comme un voile rouge qui m'étouffe, associé à la toute-puissance de ma mère. Ça me paralysait. La sensation ? Là, on est dans la tristesse. On ne peut pas agir, on anticipe l'échec, aucun espace personnel. Il est difficile de lutter contre ça, impossible d'agir. On est soumis à ce truc. C'est pas une impression de noyade dans le paysage, il y a la mer. Dans le rêve, soudain, un grand voile qui sort de la mer, très menaçant, qui vient m'enfermer au-dessus de moi. On ne peut pas échapper. Bien. Maintenant, fermez les yeux, observez et décrivez ce que vous ressentez. Il n'y a même plus d'espace d'air. C'est étouffant, c'est oppressant. J'ai mal à la tête. Un soleil voilé, ce voile qui va m'étouffer, ça m'empêche de respirer, d'agir. J'ai l'impression qu'on ne peut pas fuir ou se dégager. Je suis un grain de sable. Je suis à la merci de ça. J'ai peur, comme si je suis prisonnière, que je ne peux pas être aux commandes. Quelqu'un veut me transformer en robot. Je me débats, mais ça sert à rien pour échapper à ce voile. C'est dérisoire par rapport à cette force. Comme un nain
face à un géant. So that's how I understood that the basic experience of a person is not really a fully human language. So I found 3 distinct patterns of perception in individuals, either sensitive or experience loss or competitive. And I found that this equated to the idea of the 3 kingdoms in nature. The plant is sensitive and reactive. The mineral talks about either lacking something or losing something, and the animal of competition and survival. And that's how I could find a correlation between that non-human language and the language of something in nature. Diane, 48 ans, est adressée par son médecin pour un état anxieux et dépressif. C'est comme dans les rêves, on voudrait s'échapper, on n'avance pas, on fait du surplace, on n'arrive pas à se dégager, même si c'est perdu d'avance, se battre jusqu'au bout. Si la chose nous entraîne pour nous manger, on n'abandonne que si on est mort. Se battre même si on sait que c'est fini, même si on sait qu'elle gagnera. Pas question qu'elle puisse nous dévorer sans s'être battue d'avance. Quand on se bat, on se débat, on ne pense pas à l'échéance fatale. On sait que l'autre a gagné d'avance. C'est sournois, on ne peut rien faire. On savait que ça risquait d'arriver. Au départ, on s'est trompé. On savait qu'on prenait un risque. Plus on se débat, plus on s'enfonce, comme dans les sables mouvants. Parfait. Bonjour madame. Bonjour docteur. Entrez, je vous en prie. Alors, comment ça se passe? Alors écoutez, ça se passe plutôt bien. Rappelez-moi, ça fait combien de temps qu'on vous a fait le diagnostic, le premier? Ça fait 4 ans à quelques jours près ce mois-ci. Quelques jours près. Voilà. C'était quand? C'était le 23 juin 2013. Puis le verdict est tombé. On a cancer de l'ovaire avec carcinose péritonéale. Et lorsque j'ai demandé au chirurgien de me dire la vérité, la réponse a été: vous en avez entre 3 et 6 mois. Donc au départ, le premier traitement, ça a été une laparotomie avec une chirurgie très lourde. Et 2 mois après cette laparotomie, le temps de reprendre des forces, je suis rentrée dans un protocole de chimio. Et le souci était effectivement la gestion des nausées et des vomissements qui était terrible. Vraiment terrible, puisque je vomissais à peu près toutes les demi-heures. Et ça durait 5 jours, 5 nuits durant. Et les antiémétiques ne fonctionnaient pas. Et donc c'est dans cet état désespéré que je me suis tournée vers l'homéopathie, moi qui suis tellement cartésienne. Les nausées étaient terribles, ça n'a pas été évident pour vous non plus de les résoudre, puisqu'il a fallu tâtonner, trouver quels étaient les granules qui me convenaient. Rappelez-moi, je me souviens, il y a un symptôme tout à fait particulier que vous m'aviez raconté à l'époque. Voilà, alors je vous ai dit que je ne supportais, mais vraiment de ne rien prendre dans la bouche, pas même un brumisateur sur les lèvres. Le simple fait de brumiser de l'eau sur les lèvres et de sentir ces petites gouttes d'eau arriver dans ma bouche provoquait un vomissement. Et c'est ce symptôme qu'on avait retenu là. Voilà, tout à fait. Du coup, vous aviez creusé ce symptôme-là, et on avait testé d'autres possibilités homéopathiques, et c'est là qu'on a commencé à voir les premiers effets. Et donc on a réussi à réduire les vomissements. C'est ça. Et puis voilà, ce médicament, on l'a utilisé assez longtemps, je crois, on l'a utilisé, oui, pour l'état général. Tout à fait, ouais, tout à fait. À peu près les 2 premières années de la maladie sûre. Voilà, je crois 2 ans et demi, pendant 2 ans et demi à peu près. Mon expérience m'a amené à rencontrer le monde de l'allopathie avec les oncologues, leur mode de fonctionnement, le milieu hospitalier dans le traitement du cancer, et puis aussi l'homéopathie dans ces soins de support qui peuvent être proposés aux malades. Et j'avoue que
j'en retiens 2 choses en tout cas. Première chose, c'est que ces 2 mondes sont totalement complémentaires. Moi, je n'envisage pas de poursuivre mes traitements les uns sans les autres. Si je suis encore là maintenant, c'est grâce à ces 2 mondes, à la mutualisation des savoirs et des possibilités de ces 2 mondes. Ça, je pense que c'est très important. Et j'avoue que ce qui m'a aussi surpris, c'est que ces 2 mondes sont complémentaires, mais sur une autre thématique. Lorsque je suis dans les services d'oncologie, j'ai le sentiment qu'on soigne ma pathologie, mais lorsque je suis chez mon homéopathe, j'ai le sentiment qu'on soigne à la fois ma pathologie, mais aussi le malade que je suis. La découverte d'un travail conjoint avec un médecin homéopathe date de mon installation dans la clinique, où en fait on a pu développer des prises en charge communes. Alors en 10 ans, les choses ont pas mal évolué, nos thérapeutiques ont évolué en termes de classes thérapeutiques, et l'arrivée notamment de thérapeutiques ciblées, où les anticorps ont changé un petit peu les toxicités, et on s'aperçoit qu'avec le temps, on n'arrive pas complètement à gérer la plupart des effets secondaires qu'on peut noter chez nos patients. Et on a développé un travail commun, qui est un travail qui est conjoint sur la gestion des effets secondaires, qui nous permet d'améliorer un petit peu les prises en charge des patients. Aujourd'hui, on est dans la prise en charge holistique, la médecine intégrative. Ça veut dire qu'il faut recourir à tout ce qui est possible, disponible, pour améliorer la qualité de vie des patients au cours des traitements au sens large de cancérologie. Personne ne détient la vérité, chacun va trouver un intérêt dans une approche, d'autres c'est plus la méditation et tout. Je crois que c'est vraiment des éléments. Et puis je pense qu'il ne faut pas avoir de position doctrinaire par rapport aux choses, c'est voir, regarder. Je ne sais pas ce que tu en penses, les patients font des choix, on les accompagne, on les respecte dans les choix, on essaie de gérer. C'est vraiment le principe de la médecine intégrative qui concerne d'ajouter ce qu'il y a de mieux en médecine conventionnelle à ce qu'il y a de mieux en médecine complémentaire. Si on arrive à associer les deux, celui qui en profite, c'est le patient, c'est lui qui est au centre de notre intérêt. Les gens qui viennent me voir souvent souffrent d'effets iatrogènes, c'est-à-dire de symptômes provoqués par des médicaments. Et donc, pour moi, répondre à ces symptômes par d'autres médicaments, c'était pas cohérent. Et donc, pouvoir répondre avec des médicaments homéopathiques qui, eux, n'ont pas d'effets secondaires et n'ont pas d'interférence, surtout avec les traitements de la chimiothérapie ou des thérapies ciblées, c'est pour moi, je pense, une bonne réponse pour un médecin qui cherche à surtout ne pas nuire, ne pas nuire pour ne pas venir interagir avec les traitements. Donc, l'homéopathie n'a pas d'interaction médicamenteuse et ça, c'est une chance pour accompagner les traitements de chimiothérapie. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est lorsqu'un patient vient me voir en me disant « Docteur, l'oncologue a décidé d'arrêter le traitement parce que je ne le supporte plus ». Et l'arrêt de traitement, pour ce patient, c'est une perte de chance terrible. Parfois, c'est même un arrêt de mort. Et de pouvoir dire à ce patient « Écoutez, moi, je vous propose un traitement d'accompagnement, je recontacte l'oncologue et on essaye à 3 de continuer l'aventure, de continuer le traitement ». Dans les années 90, jeune psychiatre, à la demande d'un chirurgien, j'ai accompagné dans son service quelques patients atteints de cancer et en grande souffrance. Avec l'homéopathie, les résultats observés sur la douleur seront surprenants et quelquefois la fin de vie en sera apaisée. Une expérience bouleversante à jamais gravée dans ma mémoire que je retrouve ici, dans cette unité de soins palliatifs ouverte à la médecine intégrative. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me dire par rapport à ces derniers jours, à comment vous vous sentez ? Je me sens privilégié, c'est-à-dire que puis-je demander de plus ? Voilà. Vous avez accepté de témoigner par rapport à
à ce soir et par rapport à la présence de l'homéopathie dans ce service. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire par rapport à ce que vous avez vécu avec les traitements homéopathiques, avec le fait que vous puissiez avoir un médecin homéopathe qui vous voit dans ce service de soins palliatifs? C'est un plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de pouvoir laisser ce témoignage qui servira peut-être à d'autres personnes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si mon désir était de faire connaître et partager l'intérêt de cette autre voie, l'écriture de ce film m'a permis de découvrir et rencontrer des personnes qui m'ont nourri de leur expérience et de leur humanité. L'homéopathie questionne les limites d'un savoir largement insuffisant face à la complexité du vivant et à ses capacités insoupçonnées d'auto-guérison. Je crois qu'elle reste une alternative possible, voire nécessaire, face aux défis écologiques et sanitaires qui s'annoncent. À l'heure où l'on parle d'interdire, d'exclure et de condamner, je veux dire mon attachement, comme celui du plus grand nombre, à une science libre et ouverte sur l'inconnu, accordée à la nature, à laquelle nous sommes pour toujours liés.